ravi de vous retrouver ce samedi 16 mars pour un CQFR un peu spécial, celui du samedi par définition, celui où on répond à toutes vos questions. Je vous rappelle d'ailleurs avant de commencer, avant d'introduire mes camarades, que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à cqfr.rivers@gmail.com, des questions, des quiz, des commentaires. Théo les sélectionne, il est avec nous, il est avec Shai et il y a donc Théo en off qui est avec nous. Théo les sélectionne, il sélectionne vos questions et on essaye donc d'y répondre avec Shai tous les samedis. Écoutez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nickel, tout va Très bien. bien. Ravi de vous retrouver tous les deux comme chaque semaine. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Il y en a un paquet, il y en a des très bonnes. Vous verrez qu'on finira par un quiz. Donc merci encore à ceux qui, voilà, qui prennent du temps et qui nous envoient de la force en préparant des petits quiz. Donc on terminera par ça tout à l'heure, vous allez voir. Allez, Cool. je commence par une question, comment dire, de saison. Une question, vous verrez, c'est une double question. Donc Nicolas nous dit juste une petite question de saison. Est-ce que vous allez suivre la March Madness? Et si oui, quels sont vos pronostics pour les garçons et les filles? Et il nous dit par ailleurs, d'ailleurs, ce serait cool d'avoir un suivi dans le CQFR, mais je pense que ça serait peut-être un peu trop chronophage. Bon, on verra ça au fur et à mesure de ce qui se passe. Alors ça ne surprendra personne, je vais être à fond sur la March Madness, sur le tournoi des filles en NCAA. Chez les garçons, moi, ça dépend des années. Cette année, c'est une des saisons universitaires que j'ai le moins suivi, je pense. Et du coup, je vais quand même m'y intéresser, je vais me documenter un peu avant et je vais suivre les matchs, mais c'est pas celle sur laquelle j'ai la plus grosse expertise. Donc je vais quand même me regarder, mais je serais plutôt à fond sur celle des filles, personnellement. Et si j'ai, un vainqueur, chez les filles, je dirais, que ça se jouera entre South Carolina et UConn peut-être. Et pour les garçons, j'ai pas trop de j'ai pas faudrait que j'étudie un peu, j'ai pas assez de je me suis pas assez encore documenté pour vous ressortir un favori comme ça. Ouais, moi j'ai lâché la NCAA depuis quelque temps. Il y a une époque, je m'y intéressais, j'aimais bien et tout, j'ai lâché. Il y a pas en plus particulièrement un prospect qui me donne envie de vraiment m'y plonger, mais je pense que je suivrai les résultats en fait, les résultats, les grosses perfs et peut-être qu'en suivant les résultats, ça me donnera envie au fur et à mesure du tournoi éventuellement de regarder une équipe ou des matchs, mais c'est vrai que c'est pas mon intention première. Après, s'il y a des très grosses perfs pendant la March Madness, il est possible qu'on le décrypte, lors d'un CQFR et si je dis pas de bêtises, Ouais. la finale de toute façon, il y a pas de match Ouais, c'est ça, NBA mais le je soir crois même qu'il donc me semble que l'année dernière, on avait vite fait, on en avait parlé un peu. Peut-être que cette année, ouais, si ça intéresse les gens, on pourra revenir sur des perfs marquantes, sur des qu'on pu faire peut-être des prospects, des joueurs amenés à se présenter à la draft. Je pense qu'on pourra en parler sans problème, ouais. Et deuxième partie de la question de Nicolas, qui nous disait: «Puisque je parle de NCAA, autre question, plutôt pour Shai, puisque c'est lui le spécialiste. Comment voyez-vous l'adaptation du phénomène?» Elle a quand même eu droit à une mention dans la matinale de France 2, c'est pas rien, donc du phénomène Caitlin Clark en WNBA. Et que pensez-vous des déclarations de Sheryl Swoopes à son propos? Alors, les déclarations de Sheryl Swoopes à son propos, je pense que c'est, une forme de scepticisme, en tout cas, enfin, elle l'aime bien, mais elle pense que ça va être compliqué pour elle, d'être, ne serait-ce que dans la discussion pour être All-Star. En fait, je partage l'avis de Sheryl Swoopes là-dessus et pourtant je suis fan de Caitlin Clark depuis la première heure, depuis sa saison freshman. J'adore, j'adore cette joueuse, elle change complètement le jeu, qui est pratiqué, bah, là, déjà au niveau universitaire et je pense qu'elle le fera aussi en WNBA. Mais il faut y aller doucement parce qu'on ne se rend pas compte, les gens qui suivent pas, beaucoup la WNBA se rendent pas compte de la densité de talent, du fait qu'il y a que 12 équipes et que c'est toutes les meilleures joueuses du monde qui sont réunies au même endroit et que c'est extrêmement compliqué d'arriver et de dominer, une ligue comme ça. Donc je pense qu'elle sera forte rapidement. À Indiana, elle arrivera dans une bonne équipe, déjà, correctement construite autour de jeunes. Par contre, faut pas, moi je demande de la patience. J'avais écrit un article dessus sur Basket Session il y a pas si longtemps. Je demandais un peu de patience, que les gens ne se disent pas tout de suite: «Ah, c'était une escroquerie», si il s'avère qu'elle n'a pas les mêmes chiffres qu'à l'université et elle n'aura pas les mêmes chiffres qu'à l'université parce qu'à sa fac dans sa fac d'Iowa, elle, bah, c'est un peu la seule joueuse vraiment forte de l'équipe et que tout est fait pour qu'elle brille et qu'elle ait carte blanche. Ce sera moins le cas en WNBA, ce qui n'enlèvera absolument rien, je pense, au fait qu'elle aura une carrière magnifique et qu'elle a un talent exceptionnel. Il y a, je pense, personne qui est capable de shooter, comme elle, en tout cas, très peu de joueuses en sont capables et c'est pas qu'une shooteuse en plus. Donc, ce que j'en pense, c'est que je l'adore, mais que je réclamerais, de la patience, et de la prudence pour pas lui mettre une pression démesurée et qu'elle puisse répondre aux attentes tranquillement, petit à petit,
comme chez les gars d'ailleurs, hein, comme on a avec Victor Wembanyama, il y a des attentes, il y avait des attentes exceptionnelles. Certains sont impatients, d'autres ont compris que c'est un processus. Je pense qu'il faudra faire pareil pour Caitlin Clark, même si elle a un brillant avenir devant elle et elle n'est pas toute seule dans les talents générationnels, qui vont arriver en WNBA, mais ça, on pourra en parler, ultérieurement. Alors, je suis évidemment pas spécialiste, mais je tiens à dire que je pense que Caitlin Clark, elle va être très, très, très fort. Alors, je sais, ça peut faire avis de comptoir parce que je suis pas autant le truc, mais il y a une espèce de vibe chez elle. Moi, je pense qu'elle va de suite beaucoup scorer. Pas autant qu'à la fac, je vous l'accorde. Et c'est évidemment pas un avis de spécialiste, hein, je le répète. Écoutez beaucoup plus Shai là-dessus. Et de toute façon, en fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit de manière générale. Mais je serais pas surpris, moi. Moi, je serais pas surpris si elle est forte. Après All-Star, je sais pas sur tout ça, j'ai pas l'expertise. Et je serais vraiment pas surpris si elle était de suite forte. Il y a un truc avec cette nana. Je sais pas, tu sais, il y a des trucs, la marque des grands, tu vois. Mmh. Et Elle je pense sera que forte, mais elle va être ciblée, en fait. Ah oui, par contre, non, mais Elle va être très ciblée parce que c'est un génie offensif déjà, mais défensivement, c'est pas encore ça et elle a pas été vraiment mise, en difficulté de ce côté-là. Ça a pas été exploité encore par les équipes. C'est des facs, hein, c'est pas chez les pros, je pense qu'elle va être testée dessus. La hype autour d'elle, comme, par exemple Sabrina Ionescu avant elle, ça en agace, certains et certaines. Elle va être ciblée et c'est là qu'elle va avoir une pression et qu'elle va devoir réussir à répondre à ça. Mais elle est, oui, après là, je sais pas, peut-être que les gens qui nous écoutent savent, à peine de qui on parle. Elle a une certaine hype, mais c'est allez voir les vidéos, c'est-à-dire qu'elle a un shoot, c'est pour ça que j'ai dit scorer, hein. ouais, mais elle a un range illimité, c'est une fille qui est fréquemment en triple-double, qui a un bagage technique exceptionnel aussi. Mais moi j'ai toujours peur de dire le basket, féminin, même aux États-Unis, a tellement besoin de bonne publicité et que les gens s'y intéressent que je voudrais pas qu'il y ait plein de gens qui se ruent dessus et qui se disent: «Ouais, bon, pas top en fait», tu vois? Alors que ça reste une jeune joueuse qui va débarquer dans une ligue, dont je répète qu'elle est incroyablement compétitive, avec des filles qui vont pas forcément vouloir qu'une jeune arrive et et casse la baraque, et leur vole un peu de lumière. Donc c'est fascinant quand même parce que c'est effectivement un phénomène, le terme est le bon. Je savais même pas qu'elle était passée qu'ils en avaient parlé au JT de France 2. Je pense que c'est quand elle a battu le record universitaire, parce qu'elle a battu le record de points alors d'abord de Kelsey Plum chez les filles et ensuite de Pete Maravich chez les gars. Donc oui, c'est un phénomène, c'est le vrai bon terme et j'ai vraiment hâte de la voir, la saison prochaine. Et j'enchaîne avec alors 2 questions au sujet de Rudy Gobert. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de Rudy tout au long de la semaine, voilà, que ce soit dans le podcast, dans la late session, dans le CQFR. Donc 2 questions. Je vais commencer par celle de Nat qui dit: «Tout au long de la semaine, je vous ai beaucoup entendu défendre Rudy par rapport aux critiques américaines. J'aurais donc une question pour vous. Nous sommes d'accord qu'en 2024, on ne demande plus à un pivot de ne défendre que sur son match-up, mais j'ai néanmoins listé les matchs de Rudy face aux 3 meilleurs pivots du monde, Jokic, Embiid et Anthony Davis. Sur ces 2 années à Minnesota, il les a joués 15 fois, playoff inclus, et en moyenne, son adversaire a tourné à 31 points, 11 rebonds, avec notamment 5 perfs encaissés à 38 points ou plus. Du coup, ma question est la suivante. Rudy n'est-il pas le genre de joueur efficace face aux pivots moyens ou faibles, mais limité face au Cador? Alors qui sont les pivots qui sont efficaces face à Joel Embiid, c'est qui les autres? Anthony Davis, Nikola Jokic? Est-ce qu'il y a des joueurs qui arrivent à limiter, globalement ces joueurs-là? Alors oui, on va dire que là, on défend encore Rudy, mais je me pose, vraiment la question. Je sais pas si on a ça sous la main, mais enfin, peut-être peut-être qu'il est bon que contre les moyens, mais qui est bon contre ces 3-4 extraterrestres-là aussi? En fait, je pense que dans tous les cas, si tu dois jouer Jokic, c'est toujours mieux d'avoir Rudy que d'avoir un si tu pars du principe que tu veux lui mettre un pivot dessus, que tu vas pas vouloir jouer en fait, il y a 2 manières d'affronter, d'affronter Jokic ou ce genre de gars. Je pense qu'un un Adebayo, Gobert, c'est un je suis désolé, je perds en fait, je perds pas le fil de ma pensée, je réfléchis à comment je vais l'amener, mais moi, j'ai jamais considéré Gobert comme le meilleur défenseur de la ligue. Voilà, ça c'est je vais commencer par ça. Mais ça veut pas dire quand ce que je veux dire par là, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui dans la NBA actuelle, tu es obligé d'avoir de la même façon que tout le jeu, tu es de plus en plus polyvalent,
bah forcément, tu as besoin d'être un défenseur de plus en plus polyvalent. J'ai été notamment un avocat pour qu'on donne un peu les depoys à des arrières plutôt qu'à des pivots, parce que je trouvais que c'était plus important aujourd'hui d'avoir un bon arrière défenseur que d'avoir un pivot défenseur. C'est un avis sur lequel d'ailleurs certains ne partagent pas avec moi, et je le comprends et je le respecte. Et Wembanyama va peut-être changer cette donne, parce que si tu as un Wembanyama, effectivement, tu as quand même un mec différent. Pour Gobert, d'ailleurs, je tiens à préciser que je le trouve plus mobile que ce que je ne l'ai jamais trouvé dans toute sa vie. Je trouve que cette saison, je sais pas, il y a il a des capacités athlétiques et physiques encore plus exceptionnelles qu'avant. Tout ça pour dire qu'à une époque, je me souviens, on avait déjà posé cette question sur qui tu prends si tu as un seul match à faire. Quel est ton défenseur? Et je disais, bah, Draymond Green. Je préfère avoir Draymond Green sur un match que Rudy Gobert. Parce que quel que soit l'adversaire, je sais que Draymond Green, il va peser. Rudy Gobert, je ne suis pas sûr, quel que soit l'adversaire. Aujourd'hui, je dirais peut-être Bam Adebayo. Je trouve que Bam Adebayo, il a des aspects d'un pivot comme Gobert, tout en ayant des aspects d'un mec comme Draymond Green. Maintenant, si tu as un match-up spécifique avec Nikola Jokic, si ta solution, c'est de te dire non, ok, on va pas faire de small ball, on veut le jouer les yeux dans les yeux, bah c'est quand même cool d'avoir Rudy Gobert. Alors oui, peut-être que Jokic et les autres meilleurs pivots de la ligue lui mettent 31 points de moyenne. Après, 31 points, si tu prends du coup, si tu prends Embiid, Jokic, etc. en cumulé, Embiid, il tourne à 35 points par match, tu vois. Je pense que si tu fais la moyenne cumulée des 3 meilleurs pivots, au final, c'est peut-être plus que 31 points. Même si c'est légèrement en dessous, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un Gobert qui est censé pouvoir le ralentir. Après, bah oui, il y a eu quelques cartons sur Gobert, donc ça fait monter la moyenne. Mais dans l'ensemble, je pense quand même que c'est intéressant d'avoir Gobert dans le cadre d'un match-up contre Jokic ou Embiid. Si je peux me permettre, parce que c'est intéressant le distinguo que tu fais, Antoine, c'est je pense que la différence, c'est qu'un joueur comme Gobert, en fait, tu peux créer toute ta défense autour d'un joueur comme lui et avoir un système qui fonctionne avec un joueur comme lui, qui est l'encre finalement de toute la défense, même si tes défenseurs autour sont pas exceptionnels. Alors que je pense pas que ça soit forcément le cas si tu as un extérieur qui est très fort, si tu as Kawhi Leonard au sommet de sa forme, bien sûr c'est mieux si tu veux freiner, stopper le meilleur adversaire ailier, enfin le meilleur extérieur adverse, mais ça veut pas dire forcément que il va y avoir le même rayonnement sur l'ensemble de ta défense. Ça, c'est vrai. Mais Allez, j'enchaîne avec Draymond Green, c'est les deux, vas-y. pardon. Draymond Green, c'est les deux. Draymond Green, oui, ça peut être les deux. Après, il a pas la dissuasion, près du cercle qu'a Rudy Gobert, mais oui, tu peux, je réfléchis quand même parce que pardon, aux Warriors, ça marche parce que Draymond Green n'était pas le seul très bon défenseur de cette équipe quand même. Tu avais quand même, mis à part peut-être, Stephen Curry au début de sa carrière, tu avais quand même quasi uniquement de bons défenseurs autour de lui. Avec Clay Iguodala, Harrison Après, Barnes, c'était solide. juste aux Timberwolves, quand même, soyons d'accord, Gobert, il est loin d'être le seul bon défenseur, hein. Edwards et Jaden McDaniels sont très très importants dans ce secteur et ça change aussi énormément la donne à Minnesota. C'est vrai. Faut le reconnaître aussi sur tout ça, tu vois. Il aura le depoy, je pense, parce que Minnesota a la meilleure défense. Et je suis d'accord avec toi, c'est construit autour de Gobert. Mais si Minnesota a aussi la meilleure défense, c'est aussi en partie, et j'ai envie de dire presque en Ça grande partie, ouais. grâce à McDaniels et Edwards. Et ça marche dans les 2 sens, en fait, parce que je sais pas si McDaniels et Edwards sans Rudy Gobert, on se sentent aussi à l'aise défensivement. Enfin, c'est un ensemble du coup. Je suis d'accord C'est qu'il un faut ensemble, le ouais. bah, regarde, on voit Victor aux Spurs, forcément autour les défenseurs sont pas ultra compétents et performants et du coup, bah, c'est difficile de lui donner autant de mérite. Mais Rudy est à la fois, le point d'ancrage comme disait Théo et il profite certainement aussi d'avoir des joueurs un minimum compétents autour de lui, sinon ça fonctionnerait pas aussi bien. Ouais, c'est clair. McDaniel, était déjà à ce niveau-là. Par contre, c'est Edwards, c'était vraiment Ouais. le jump qu'on attendait de le voir faire Ouais. depuis plusieurs années là, qui paye. Allez, j'enchaîne avec une autre question sur Rudy, toujours qui tourne autour du traitement qu'on a pu en faire cette semaine. Michael nous dit: ne pensez-vous pas que le mal de Rudy, c'est qu'on parle d'un joueur top 50 NBA qui se voit top 20 et qui a des paroles de top 20. Par exemple, Draymond Green qui a eu une carrière infiniment supérieure à celle de Rudy, un QI basket bien au-dessus et un impact sur le jeu également supérieur. Pourtant, malgré sa grande bouche, il est très rarement venu pleurer entre guillemets sur des non-sélections All-Star Game et des non-titres de DPOA. Est-ce que Rudy a déjà dit qu'il se considérait comme un top 20? Je sais pas, hein, après Il l'a les déjà laissé entendre. peut-être, OK.
Ouais, non, bah, Mais mais il y a des années où ça pouvait être vrai en termes d'impact. Il y a des années où il a été considéré comme top 20, ouais. mais ouais, vas-y, Est-ce pardon, je te laisse Non, non, répondre. non, je réfléchissais en même temps parce que je veux pas non plus être dans la défense forcenée à chaque fois de Rudy. C'est juste que quand les gens parlent de moi, ce qui m'agace, c'est son comportement, c'est ses déclarations et tout ça, j'arrive pas vraiment à toujours mettre le doigt dessus. À pourquoi de quoi est-ce qu'ils veulent parler? Parce que pour moi, se «plaindre» entre guillemets, dire que selon lui, il méritait, une sélection All-Star Game ou, qu'il méritait d'être, je sais pas, même plus respecté globalement. Je vois pas en quoi c'est un problème de personnalité et de comportement ou autre sur le terrain. C'est pas généralement pas lui quand il y a eu des soucis, c'est pas non plus lui qui a provoqué les problèmes. Donc c'est toujours ça et ça en revient à la discussion qu'on avait l'autre jour, c'est quelque chose sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt. Visiblement, des gens ont des pensées plus claires que moi là-dessus et n'aiment pas son comportement ou son attitude ou ses déclarations. Pour moi, c'est pas un top 20, joueur de la NBA et je trouve pas qu'il se comporte comme tel. Je pense qu'il se comporte comme un mec qui pense être top 3 défenseur et c'est ce qu'il est. C'est tout. Ouais, il se considère comme le meilleur défenseur, mais il a des arguments Voilà. il a des arguments en sa faveur. Je pense qu'en fait, Rudy, il a très souvent montré qu'il a envie de reconnaissance. Mmh. Je dirais même qu'il a besoin de reconnaissance et quelque part, on l'est tous à différents degrés. Je pense que lui l'a montré. Je pense qu'il y a eu un filtre auprès du public quand c'est Rudy qui s'exprimait. Il y a un filtre qui, il y a, voilà, il y avait déjà ses propos ont parfois été amplifiés, mais c'est vrai qu'il a montré vraiment qu'il avait envie d'une certaine reconnaissance. Moi, j'ai pas apprécié ses propos après le All-Star Game personnellement. Après, ça m'a pas non plus énervé, je m'en fiche. Mais tu vois, quand il dit ouais, le manque de respect, moi j'aime pas. J'aime pas quand les mecs arrivent et disent ouais, je suis pas All-Star, c'est un manque de respect. Parce que c'est un manque. En fait, ce que je trouve le vrai manque de respect, c'est quand tu t'exprimes comme ça, je trouve que c'est un manque de respect envers les mecs qui ont été pris. Moi, je vois pas qui aurait pu sortir de cette liste. Genre, c'était vraiment, fallait sortir une liste, un mec de la liste pour mettre Gobert à la place. Je vois pas. Anthony Davis, il fait une très bonne saison. Tu vois, je vois pas un mec où je me dis, ah ouais, non, c'est absolument scandaleux qu'il soit devant Gobert. Et je vais même te dire, s'il y avait un gars qui, pour moi, méritait d'être dans cette liste et qui n'y était pas, c'était Sabonis. Domantas Sabonis, il aurait dû être All-Star plus que Rudy Gobert, selon moi. Et quand ça parle de manque de respect, je comprends que ça puisse être perçu comme agaçant. Après, j'ai pas l'impression que Rudy Gobert il soit comment dire, vantard. C'est un mec, voilà, il a toujours montré beaucoup d'ambition. Même quand il arrive au Timberwolves, il a commencé à parler de titres, tu vois. C'est tout de suite, c'est un peu au-delà. C'est-à-dire que il y a sa vision qu'il a de lui-même et ça donne parfois l'impression que c'est un peu au-delà des vraies capacités, d'où l'idée de bah, c'est un top 50, mais il se voit comme un top 20. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça. J'ai pas l'impression que ce soit un mec forcément arrogant pour autant. Je pense que c'est surtout un mec ambitieux qui a besoin de reconnaissance, qui a souffert. C'est une analyse psychologique, mais qui, je pense, a souffert du fait que pendant longtemps, les regards n'ont pas été portés sur lui. Euh, voilà, je vais peut-être m'arrêter Mais là c'est sur pas ça. non, mais parce que c'est pas le seul, il y a plein de joueurs, C'est pas le seul. C'est pour ça que je dis qu'il y a américains un filtre. notamment, Il y a un filtre, je attends, pense, quand lui s'exprime. tu avais Bradley Beal, il y avait sa femme qui faisait campagne pour lui, qui Ah disait que ouais? c'était un scandale. Il y a des joueurs qui ont même nommé des types qui étaient à leur place et là, c'est encore plus irrespectueux pour le coup. Moi, ça me choque pas qu'un mec dise, «Je pense que j'aurais dû y être» et c'est pas et c il a pas nommé de mec qui dit: «Attends, mais regarde, il y a ce gars-là qui est, moi j'y suis pas». Bon, mais bon, bah, après, ouais, je comprends, c'est peut-être, je sais pas, je suis peut-être trop, je suis peut-être trop orienté vers, cet avis-là et qui est que Rudy est un peu victime d'injustice de ce côté-là, mais j'ai toujours du mal à j'ai du mal à comprendre Non, mais pourquoi il y a il un est filtre, il y a un espèce de délit, alors c'est pas un délit de sale gueule parce que mmh. c'est l'expression qui est comme ça, Oui, mais oui, oui. tu vois, il y a un espèce de filtre, voilà, quand lui parle, tout de suite, c'est surinterprété, Parce que tu as moi, quand je raison, le Bradley défends Beal, c'était insupportable, les trucs aussi comme quand ça, quand faut quand je reconnaître. défends Rudy, je dis absolument pas que c'est un top 20 player, tu vois? Je suis pas fou, mais que presque ce qu'il apporte en défense et ce qu'il a amené au Jazz et aux Wolves, c'est pas assez mis en avant par rapport à ce qui lui est reproché en attaque, à ce qui lui est reproché sur le supposé comportement et tout ça. Donc, bon, de toute façon, je pense que enfin, faudra me faire changer d'avis. Évidemment, s'il se plante en playoff, moi, là où je l'attends, c'est en playoff, parce que ça, c'est un fait avéré. En playoff, il a plus de difficultés à s'exprimer et à montrer cette supériorité défensive. Et là, moi, je l'attends là-dessus et je comprendrais plus les critiques sportive sur un éventuel impact, moindre en playoff que, sur: «Ah, il se comporte comme ça» ou, «Il se croit à ça». Enfin voilà, c'est plus là que je l'attends moi.
Allez, changeons de sujet. Une question de Mickaël qui nous dit: On dit souvent que les séries de saison régulière sont anecdotiques, mais peut-on parler de séries anecdotiques quand une équipe comme les Lakers se fait sweeper en saison régulière par Sacramento en ayant joué les 4 fois avec son duo LeBron-Anthony Davis? Ne peut-on pas plutôt se dire que ces 4 défaites sont révélatrices de ce que serait le résultat d'une éventuelle série de playoffs? Pas tout à fait, je pense. Pas tout à fait. On a déjà vu en saison régulière une équipe qui gagne 3 ou 4 fois contre la même équipe, elle se retrouve en play-off et la série est complètement différente. C'est quand même parce qu'il y a quand même un contexte. Je dis pas que la saison régulière est anecdotique, mais quand tu joues, une équipe 4 fois de suite, déjà tu te prépares autrement, tu t'ajustes beaucoup plus. Là, en pleine saison, il suffit que tu sois, je sais pas, 2 des 4 matchs, tu es en back to back. Bon là, voilà, Michael a précisé, il y avait LeBron, Anthony Davis, mais tu peux avoir des absents d'un côté comme de l'autre. Enfin bref, je prends pas forcément toujours en compte, moi, les affrontements entre 2 équipes de saison régulière pour imaginer l'issue d'une série de playoffs. OKC a battu 3 fois Denver. Je me dis pas qu'OKC là, tape le Nuggets sur une série de playoffs, sincèrement. Ah, c'est ça et puis là, en l'occurrence pour Sacramento, Los Angeles, les gens aussi étaient focus sur le côté Sabonis contre Anthony Davis avec la série de 10-0 et après ça a été décliné en Anthony Davis, a un bilan négatif contre Jokic, contre un tel, un tel. Je pense que ça a été un peu ciblé autour de lui. Psychologiquement, c'est intéressant de voir une équipe enfin, qui a 4 fois, 4 victoires, en plus avec l'équipe quasiment au complet. Je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout ça veut pas dire, que ce sera la vérité en cas de série de playoffs. Mais s'ils se retrouvent, je pense que ça peut donner un petit avantage psychologique aux Kings, qui ont en plus, cette historique avec les Lakers. Enfin la fanbase, déteste historiquement les Lakers pour la fameuse série, de l'époque, dans les années 2000 et c'est à la fois pas anodin et à la fois, faut pas se dire: «Ah bah, c'est bon, du coup ils seront favoris et ils vont les éclater». Non. Par contre, le petit surplus psychologique qui peut faire la différence parce qu'ils savent qu'ils peuvent les battre. Ils savent comment mettre en difficulté Anthony Davis. Ils savent comment peut-être, défendre tel ou tel, c'est plus des pistes de réflexion en cas de série qui te donnent une confiance par rapport à cette équipe-là en particulier. Mais oui, ça veut pas dire que les Kings battraient largement les Lakers en play-off. Une autre question totalement différente qui nous est envoyée par Chris. Voici ma question en vous précisant que je l'ai emprunté à un fan de Trash Talk, Corbeau Boiteux, si vous devez le citer, qui leur posait la question dans leur dernière vidéo Q&A et qui, selon moi, est vraiment super intéressante. Donc la question est, si vous pouviez organiser un dîner avec 5 joueurs, joueuses, coachs retraités ou en activité, qui prendriez-vous? Je rajoute quant à moi que vous avez une carte bleue avec plafond sans limite, Royal au bar, en vous lâchant sur les grands crus ainsi que sur certaines autorisations concernant des substances illicites si besoin. Il me dit Théo, s'il est présent, doit aussi participer. Et pour info, il donne son 5. Lui, donc Chris aurait choisi Baron Davis, Don Nelson, JJ Redick, Nico Batum et Joachim Noah. Mon salon sentirait un peu la weed, je vous Ouais, l'accorde, hein. mais quel bonheur ce serait de les écouter raconter leurs anecdotes. C'est Ouais, c'est marrant parce de qu'on c'est a Don eu cette Nelson qui question dans la ramène. session. Ouais, C'est Don Nelson qui Ah, c'est peut-être lui déjà qui nous l'a posé, mais après dans son remarque, si c'était dans une des émissions de Trash Talk, peut-être que c'est tout le monde a un peu donné son avis. Je sais plus ce qu'on avait dit Antoine. Moi je alors 5, je sais pas si j'en trouverais 5 comme ça facilement. Moi j'étais allé du côté des filles. Moi j'adorerais Sue Bird. Je pense que Popovic, ça peut être cool pour les coachs. Je serais moins dans le délire, à trouver les plus gros fumeurs de joints de toute l'histoire de la NBA, même si ça donne Nelson et il y a plein d'histoires à raconter aussi. Ouais, voilà, moi, ce serait un peu, ouais, Sue Bird, Popovic à coup sûr. Et pour le reste, ouais, Larry Bird, j'avais dit Larry Bird aussi. Ouais, moi Popovic aussi, j'avais dit Kevin Durant. JJ Redick, c'est marrant parce que JJ Mmh. Redick, on l'avait cité aussi. Hem, Joachim Noah, je trouve l'idée intéressante. C'est déjà pas mal. Ça fait 4. Faudra un cinquième. Théo, normalement, tu es censé aussi donner ton avis, hein. ouais, bah, il t'en manque un, Antoine, non? J'attendais Ouais, mais qu'Antoine je ait sais pas, fini sa vas-y, liste. j'ai pas forcément, vas-y. Alors j'étais en train de réfléchir là, donc alors les 4 qui me viennent en tête comme ça, moi j'aurais dit Steven Adams, qui doit être genre Qu'on pour avait cité C'est aussi. vrai qu'on l'avait cité, On j'ai l'avait j'ai cité aussi, ouais. alors moi c'est pas tant sur les aspects anecdotes, mais genre tu sais, si tu veux avoir une discussion animée avec, des gens qui racontent des trucs intéressants, j'aurais mis Steven Adams, Boris Diaw, Nikola Jokic, Diana Taurasi pour faire un peu de trash talking dans tout ça. Et s'il fallait un coach, putain, Don Nelson, c'est bien vu, hein, parce que c'est un mec qui a été tellement novateur sur tout un tas de questions. Hem,
Allez, Don Nelson, ouais, c'est cool. Un petit Jerry West aussi pour les vieilles générations, ça peut être pour les histoires à raconter, ça peut être cool aussi, je pense. Shaq pour les blagues. Chaque pour les Chaque blagues. fois. Et donc, ouais, donc on s'arrête là-dessus ou vous vouliez finaliser votre liste ou Non, t'inquiète, non, vas-y. Ok, alors je pars sur une autre thématique. C'est sympa comme exercice en tout cas. Bonne question. Bonne question. Allez, je repars sur une question de José. On va parler un peu de médias. On y avait un petit peu répondu en partie, mais c'était pas tout à fait anglais de la même manière. Voilà la question de José. À quoi attribuez-vous la fluctuation perpétuelle de la cote des joueurs? J'ai cette impression que la presse peut faire passer un joueur de gros role-player à potentiel franchise player en quelques mois, CF Michael Bridges l'an dernier, que cette même presse peut enterrer un multiple All-Star gratuitement, Demar DeRozan qui à l'heure actuelle est totalement disrespect par la presse qui en fait un joueur random, ou encore ces journalistes qui vont s'emballer sur les quelques mois incroyables de Julius Randle en saison régulière avant de le démonter en playoff. Pourquoi n'y a-t-il jamais de recul sur les techs qui sont faites alors que la NBA est rarement un sport de surprise? Si vous Ouais, pardon, excuse-moi. J'allais enchaîner. Donc pourquoi cet engouement pour les techs selon vous? Mais Ouais, en fait, c'est la même question que l'autre fois, parce qu'en fait, la réponse est la même. La question est différente, mais la réponse est la même. C'est l'instantanéité. Et du coup, le monde est tellement instantané avec Internet qu'il y a une tendance à s'enflammer. Ça m'agace aussi, hein. Je crois qu'on l'avait déjà dit l'autre fois, c'est un truc qui m'agace. Tu vois, par exemple, le statut qui a été accordé à Tyrese Maxey à un moment me gonflait. Tu vois, je comprenais pas pourquoi Donovan Mitchell, qui avait été encensé en janvier à la même époque, quand il avait mis 71 points, pourquoi d'un coup Tyrese Maxey était considéré comme un meilleur joueur, tu vois? Je me disais, mais non. Et bon, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, c'est aussi la réalité économique dans laquelle on vit, parce que quand il y a un joueur qui marche bien, bah, c'est généralement porteur en termes de clics, donc il y a une volonté. euh, voilà. Après, est-ce que c'est que les médias? Parce que la non, question je porte suis vraiment pas sur sûr les que ce soit que médias. les médias d'ailleurs. Parce que si on lit les gens, si on s'intéresse en même temps aux takes en question sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas besoin que des médias leur disent Julius Randle est fantastique, puis 3 semaines après, Julius Randle est catastrophique. C'est vrai. Pour se faire leur propre avis, les gens sont suffisamment éduqués maintenant pour être sûrs de leur avis et pour pouvoir donner leur opinion, pour qu'il n'y ait pas besoin de médias qui leur transmettent ça. Après, aux États-Unis, ce qui fonctionne aussi, bah, les mecs comme Stephen A. Smith et tout ça, qui quand même avoir des partis pris forts, clivants, punchy, c'est aussi parce que ça fonctionne, en fait. C'est pour ça que les gens le font. Si la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette instantanéité et ce côté véhément, virulent, c'est parce que ça marche et que les gens réclament ça. Alors, les gens, je n'englobe pas tout le monde, on est beaucoup à aimer la pondération et la mesure, mais c'est indéniable. Le nombre de clics sur les sites, le nombre de vues sur les vidéos, si tu as un parti pris fort, un truc écrit en majuscule avec marqué pourquoi machin est-il si catastrophique, pourquoi machin est-il une superstar, et que ça change du jour au lendemain, bah, c'est parce que les gens réclament ça. Les gens réclament un suivi H24, ce qu'il n'y avait pas avant, parce qu'il n'y avait pas la possibilité, et du coup, ils sont prêts à accepter des avis divergents d'un jour à l'autre. Et même nous, on le voit, on l'a déjà dit, tous les jours à faire le CQFR, bah, un jour, on va dire oh, incroyable, lui, il est impressionnant. Je pense que son équipe, si elle continue comme ça, elle est sûre de finir en playoff. Et puis, 3 jours après, ils auront perdu 2 matchs de suite. On se dira, ah, c'est un peu inquiétant quand même. L'instantanéité est compliquée Mais à c'est pour gérer. ça qu'on devrait jamais le faire, en fait. On devrait vraiment toujours se détacher de ça. Et tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est pas que les médias. Et c'est pour ça que je parlais de réalité économique. C'est que c'est un moment. Réfléchissez même, regardez, dans le paysage du basket français, au-delà de Trash Talk, réfléchissez au site internet qui marche le mieux en termes de basket français. Et Mm. voilà, vous avez une réponse. On est dans l'ère de l'entertainment. On aime on a besoin, voilà, on a besoin de distraction. Le monde est compliqué. On a besoin de divertissement. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Et nous, je pense que c'est aussi un peu notre force autour de notre ligne éditoriale, c'est qu'on essaye de ne pas rentrer là-dedans, justement. Mais c'est une réalité, je sais pas, c'est une réalité économique certaine, quoi. Et j'enchaîne avec une autre question de José, totalement différente, mais que je trouve intéressante aussi. Il demandait si vous deviez choisir pour les playoffs entre avoir une attaque élite et une défense moyenne, ou alors avoir une défense élite et une attaque moyenne, que choisiriez-vous et pourquoi? C'est une bonne question. Ouais. Bah, on le saura avec les Timberwolves, en fait. Ça peut être intéressant, c'est de voir jusqu'où iront les Timberwolves. J'ai l'impression qu'on est dans un shift quand même, mais je pense en fait, non. Si tu veux aller loin, tu as besoin des 2.
Tu as besoin des deux. Mais, je dirais que si tu as une attaque élite capable de faire des stops au bon moment, c'est ce qui marche et c'est ce qu'on a vu chez les Nuggets. Les Nuggets, l'an dernier, 16e défense de la ligue, les gars. Ils sont champions NBA. Mais en playoff, ils n'avaient pas une défense d'élite, mais ils ont été capables d'avoir une défense d'élite par moment. Et ça a fait la différence. Donc, je opterais, si vraiment fallait choisir, j'opterais peut-être pour attaque d'élite et défense moyenne, mais je suis pas sûr que tu puisses te permettre d'avoir que l'un des deux, en fait. Moi, je pense dans l'idée que je préférerais une défense élite avec un attaquant surdoué. C'est pour ça que peut-être que les Wolves qui ont une défense, on reprend l'exemple de Minnesota, a une défense élite, et Anthony Edwards, on va voir si en playoff, il peut être cet attaquant exceptionnel qui fait des différences. En playoff, on prend Miami qui a, je pense, une défense élite. L'année dernière, avait une défense élite, et avec Adebayo et tout le monde, et avait Jimmy Butler, le Jimmy Butler version playoff, qui est un attaquant d'élite qui a peur de personne et qui réduit même les meilleurs défenseurs. Ce qui s'est passé avec Jrue Holiday, qui est un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur, on a pu le voir. Donc comme ça, moi, je choisirais peut-être défense élite, et avec au moins un attaquant supérieur, même si les chiffres offensifs de l'équipe lui permettent pas d'être dans les toutes meilleures. Mais bon, il n'y a pas de vérité. On va voir s'il y a une dynastie d'une équipe qui fait comme ça, si Denver s'avère être une dynastie, sur le modèle que tu as évoqué, c'est que c'est le modèle à suivre. J'enchaîne avec une question de Philippe. Philippe qui nous dit Michael Jordan avait une citation sur les Celtics des années 80 qui disait à peu près ceci. Ils arrivaient en play-off sûrs de leur force et sans regarder l'agitation autour d'eux, et ils savaient qu'ils allaient vous battre quoi que vous fassiez. Les Bulls de 91-93 et 96-98 étaient aussi comme ça. Et les Spurs des années 2000 qui se mettaient à tout cartonner chaque année à partir du mois de mars. Cette année, les Nuggets traversent la saison régulière au calme, sérieusement mais sans forcer, donnant cette impression qu'il ne s'agit que d'une course d'entraînement. Il faut travailler et ne pas trop se préoccuper des résultats. Ce qui compte, c'est de jouer juste et de se préparer pour la vraie bataille. Qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle, en particulier avec les Spurs de la grande époque, et qu'est-ce que cela dit, selon vous, du parcours à venir des Nuggets en play-off? Moi, ça me semble être une bonne comparaison. Je ne sais pas si les Nuggets seront amenés à être forts aussi longtemps que les équipes qu'on a évoquées, mais je pense que c'est possible pour les raisons que j'évoque à chaque fois, c'est-à-dire l'âge des joueurs majeurs. Il y a cette impression de contrôle, il y a aussi la nécessité d'essayer de faire grandir un peu des joueurs du banc, parce que leur banc est jeune et leur banc pose question. Ça travaille bien, ça performe suffisamment pour être dans la course à la première place à l'Ouest, ce qui n'est pas rien. Moi, je pense que ça présage de très bonnes choses, parce que je reste sur mon avis de Denver favori à sa propre succession, ou en tout cas à sa propre succession en tant que champion de conférence. Après, en cas de finale contre éventuellement les Celtics, je suis curieux de voir ce que ça donnerait, mais pour moi, tous les signaux quasiment sont au vert à l'heure qu'il est. Ouais, moi, j'aime bien aussi la comparaison avec les Spurs. Je pense que Denver, c'est une équipe, je les vois pas comme une dynastie façon Lakers. Par contre, je vois ça comme une équipe, comme les Spurs, peut-être pas sur 20 ans évidemment, ni même sur 10 ans, mais je pense que sur les 6-7 prochaines années, je serais pas surpris que Denver joue par exemple 2 finales de plus, 3 finales de plus, prenne, je sais pas, 1, 2 bagues de plus. Peut-être pas gagner toutes les finales à chaque fois, peut-être pas aller en finale chaque année, mais une équipe qui sera sur 6-7 saisons, ça me semble bien de se dire que sur 6-7 saisons, Denver sera toujours bien placé. Je trouve aussi que les Nuggets, dans leur parcours de saison régulière, c'est typiquement l'équipe qui connaît qui connaît le chemin, ils connaissent le parcours du champion. Ils ont intégré ça, c'est intégré dans leur ADN. Et là, ils sont en train de monter en puissance justement parce que voilà, les playoffs approchent. Sur les 10 derniers matchs, je crois que Denver en a gagné 9. Ou à un moment, en tout cas, c'était ça. C'est ça, c'est 9 victoires sur les 10 derniers matchs. D'un coup, les Nuggets sont en position, sans avoir donné l'impression de forcer, encore une fois, sont en position d'être premiers à l'Ouest, de finir avec le meilleur bilan et d'avoir l'avantage du terrain tout au long des playoffs à l'Ouest. J'ai l'impression qu'on a une équipe qui sait ce qu'elle fait, tout simplement. Après, ça dépendra de la santé des joueurs majeurs, comme pour chaque équipe. Ça dépendra peut-être un peu de la rotation, comme tu as dit, Shai. Est-ce qu'il y a un ou deux mecs qui ont fait des bonnes saisons régulières qui arriveront aussi à se révéler en playoff? Et si c'est le cas, en tout cas, je pense que Denver-Boston, pour moi, ça revient sur la question d'avant. Les deux meilleures équipes de la ligue sont deux attaques d'élite avec une défense moyenne. Après, enfin, un peu plus que moyenne pour Boston. Faut pas se mentir. Il y a quand même des super défenseurs, mais leur qualité première, en tout cas, est l'attaque.
ces deux équipes-là, c'est les deux grands favoris, je trouve, d'assez loin, en fait. Je vois, tu te dis, mais presque comment on peut ne pas avoir une finale Denver-Boston en juin, quoi. Moi, je sais toujours pas qui peut stopper Jokic et Murray ensemble en playoff, s'ils jouent comme ils savent le faire. À l'Ouest, en tout cas, hein, je ne parle pas du contexte de finale NBA où c'est toujours un peu différent, mais à l'Ouest, là, de ce qu'on voit, et pourtant, il y a des très fortes équipes. Hein, on voit la saison, elle est belle dans cette conférence. J'ai toujours l'impression que quand ils se mettront en format playoff et que Murray et Jokic feront leur tandem, leur association, et qu'autour, ça fera le job, je les mettrai gagnants à chaque fois, je pense. Je corrige juste sur Boston, hein, c'est attaque d'élite, défense d'élite. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'en fais mon favori absolu, mais pour le coup, bon, bref. Ou Mais t'as raison, hein. attaque d'élite avec des défenseurs Avec individuellement d'élite, comme les Nuggets ont des attaquants d'élite avec Jokic et Murray, par exemple. Mais oui, bon, c'est des profils, c'est des profils qui sont top. C'est ultra complet des deux côtés, finalement. Et puisque vous parliez de Boston et de Denver, j'enchaîne avec une question de Joachim qui dit: les playoffs arrivent et a priori les favoris sont Boston à l'est et Denver à l'ouest. Mais si vous deviez choisir un favori en dehors de ces deux équipes, sur qui miseriez-vous vos économies? Dans chaque conférence, du coup? Je pense qu'on peut faire par conférence, ouais. Donc, en gros, notre favori pour chaque conférence, pardon. Vas-y, chérie. en gros, S'il si y on n'a avait pas ni Boston ou Boston Denver. ni Denver, si Boston et Denver Oui, ne oui. jouaient pas, Ok. Ouais. qui seraient vos favoris pour dans chaque conférence? À l'ouest, je vais rester sur OKC. Je l'ai dit l'autre soir, je crois. Je sais plus si c'était dans la late, mais j'ai vu tout à l'heure que en fait, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure jeune équipe de l'histoire, en fait. Ils sont sur les traces parmi les équipes qui ont une moyenne d'âge inférieure à 26 ans. C'est l'équipe qui fait la meilleure saison régulière de l'histoire pour l'instant. Donc, c'est des faux jeunes, comme on le répète souvent, c'est l'équipe que je vois capable de créer la surprise si Denver ne parvient pas à ses fins. Mais l'Ouest est quand même compliqué. Tu as l'impression que chaque équipe a en elle un parcours un peu surprenant parce qu'ils ont toutes les équipes ont des arguments ou un joueur, un Doncic, un KD, et toutes ces équipes-là ont des arguments. Mais moi, comme ça, je resterais bien sur OKC qui a une tête d'équipe mature et prête à faire des dégâts à l'Ouest. Et à l'Est, c'est dur de ne pas voir Boston à l'Est. Hein. Je resterais sur Miami encore parce qu'on ne sait jamais avec ces cons-là. Oh là là, si vous m'énervez, toi et Théo, Je avec savais que ça. ça te Oh là là. Les Théo est mecs là, je suis sont obligé de faire le faillot. huitièmes. Les mecs sont huitièmes. Ils étaient 8e l'année dernière déjà. Mais justement. Je dis pas qu'ils vont le Et faire. Je pense que Boston va le faire. Je te dis juste ils ont le 17e net rating de la ligue. Il n'y a Ouais, aucune mais c'est des équipe stats, ça. qui gagne une conférence avec le 17e net rating Tu crois de que la ligue. Jimmy Butler, il a quelque chose à faire Mais du Jimmy net rating? Butler, je crois que Jimmy Butler, c'est. Mon Il va Dieu. appuyer sur le bouton Eh. playoff et il va dire: ah bon, allez, c'est parti, la saison commence. T'as vu, Théo m'a bien dressé, t'as vu? Vous êtes fait du bourrage de crâne. Et j'aime le hit et vous me faites. C'est marrant que j'aime le hit et vous me faites plus aimer le hit. Mais bref, à l'Est, je mets Milwaukee et j'espère qu'on aura une série Milwaukee-Miami. Et je vous attendrai, mais avec le couteau entre les dents. Je serai obligé de défendre Doc Rivers. Qu'est-ce que ça va m'énerver si les Bucks sortent. S'il y a un Milwaukee-Miami et que les Bucks sortent, je vais faire une espèce de tirade à la Stephen A. Smith sur tout le monde, sur Giannis, sur Lillard, sur Doc Rivers. Mais c'est inadmissible, vous m'affichez devant la France entière, messieurs, dames. Mais non, mais je pense sincèrement que Milwaukee est la deuxième meilleure équipe de l'Est quand même. Et je suis même pas sûr que je mette Miami troisième. Mais avec Adebayo, Spoelstra, Butler, tu peux jamais complètement miser contre eux. Je vous rejoins là-dessus. Voilà. Mais je vais dire Milwaukee. Par contre, c'était simple pour la conférence Est. Je trouve ça très dur pour la conférence Ouest. J'ai énormément de mal à choisir. Je vais peut-être dire les Clippers, mais je suis même pas vraiment convaincu. Je vais peut-être dire les Clippers, parce que je pense que c'est une équipe qui sera meilleure dans un contexte de playoff, sachant qu'elle est déjà forte. Mais je sais pas, une équipe. En fait, ça me rassure qu'il y ait Denver, parce que j'allais dire une équipe avec James Harden qui gagnerait vraiment complètement la conférence Ouest. Mais ouais, je vais dire les Clippers. Allez, je vais dire les Clippers. Attends, je regarde. Ils sont pas dans la même. Ouais, voilà. On va dire que mon pronostic, c'est de se dire que si les Clippers sont pas dans la même moitié de tableau que Denver, ils vont en finale de conf. Mais je suis pas méga convaincu par mon choix. Je vous avoue. L'Ouest, c'est beaucoup trop dur. Je peux te dire à la fois les Clippers, aussi bien que, je sais pas,
Le Les Suns. Thunder, les Suns, les Timberwolves, les Mavs. Je peux te dire plus facilement ceux que je ne vois pas gagner la conférence Ouest s'il n'y a pas les Nuggets. Je ne vois pas les Kings, je ne vois pas les Lakers et je ne vois pas les Warriors. Toutes les autres, je pense qu'elles ont une chance d'une manière ou d'une autre. Et Même les même les Pelicans. Warriors, même les Pelicans, je pense qu'ils peuvent aller en finale de conf selon les match-ups et tout. Très bien. Même les Timberwolves, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est trop dur. Les Timberwolves avec 4. Sans 4, je pense que plus compliqué. J'ai qu'une chose à dire, c'est que Jimmy Butler est le nouveau Chuck Norris. Voilà, comprenne qui voudra. Comprenne qui voudra. Allez, j'enchaîne avec un. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est Jean Tomate qui nous a envoyé un mail qui m'a beaucoup plu. Je vous le lis. Ci-dessous, pas vraiment une question, mais un constat débile qui n'a aucun sens, mais qui pourrait soulever quelques questions. Notre cher Nicolas Batum est à Philadelphie et Joel s'est blessé. Aux Clippers, Kawhi et PG ont accumulé les bobos. À Portland, Greg Oden et Brandon Roy ont été fauchés par les blessures. Je n'ai pas le courage d'aller jeter un œil au roster de Charlotte, mais est-ce qu'un Kemba ne se serait pas fait un genou ou une cheville? Et au Mans, hein, on est sûr qu'il n'y a rien eu? Est-ce que Nico est impliqué dans les staffs médicaux des franchises? A-t-il suivi un triple cursus basket, kiné, charcuterie au Mans pendant ses années espoirs? Doit-il consulter un exorciste? Est-ce qu'il ne faudrait pas que Nico demande sa naturalisation espagnole pour nous aider à décrocher une prochaine médaille? Ou faut-il juste se désoler pour cet excellent joueur polyvalent, altruiste et intelligent qui ne tombe pas dans les bonnes franchises et mériterait amplement un beau parcours de play-off pour ses ou sa dernière année? Courage Nico. C'est marrant, on a discuté de son cas parce qu'on a fait, si vous avez vu sur Basket Session hier, on a fait un top 10 des Français en NBA, enfin au niveau carrière, niveau accomplissement, tout ça. Et Batum n'est pas si simple à classer que ça parce que c'est le capitaine des Bleus, il a une belle longévité, il a toujours été à un niveau intéressant et régulier, mais il n'est pas si simple à classer que ça. Et alors, parce qu'il a été dans des équipes qui ont soit été perturbées par les blessures, soit parce que lui-même a eu des soucis dedans, mais il est pas simple à classer. Sa carrière, elle est en NBA en tout cas, elle est belle, elle est hyper respectable. Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu comme sa carrière en sélection et en Europe où on s'est toujours dit ah mais avec ce qu'il a dans les mains, est-ce qu'il pourrait pas faire plus que ça? Alors que c'est pas sa personnalité, il est plus voilà, c'est un joueur tourné vers le collectif et mais c'est vrai que bon le coup des blessures quand on y pense c'est quand même pas de bol. Hein. Ouais, c'est moche dit comme ça, dit comme ça, c'est terrible. Allez, on enchaîne sur un quiz. Merci encore, je le reprécise. Donc là, on va faire, c'est Aurélien qui nous a envoyé le quiz, il nous en a envoyé d'autres d'ailleurs. Merci, vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé des propositions de quiz. On les a mises de côté. Voilà, c'est vraiment top. On apprécie beaucoup tout ce que vous faites en nous envoyant ces messages. Donc j'espère que vous êtes bien prêts tous les deux, Shai et Antoine. Je suis prêt à noter les points. Prêt. Donc c'est un quiz, celui-ci est spécial franchise. Ok, donc 10 questions pour vous départager. Alors, première question. C'est quoi? C'est le premier qui répond? Ouais, premier qui répond. Ok. D'accord. Et il précise, Aurélien, il m'a carrément envoyé la règle du jeu. Si le premier qui a répondu a donné une mauvaise réponse, l'autre a le droit de donner une réponse à nouveau et ainsi de suite à tour de rôle. Donc t'es pas forcément disqualifié si tu as donné une mauvaise réponse. Ok. Parmi les franchises suivantes, laquelle n'a jamais fait partie de la conférence Ouest? Les Atlanta Hawks, le Orlando Magic, les Chicago Bulls, les Milwaukee Bucks, le Magic. Mauvaise réponse. Non, ils ont été à l'Ouest. Pareil, j'aurais dû attendre la fin de question. Ou le Miami Heat. Les Sixers. Bonne réponse de Shai. Effectivement. Et Miami, ils ont été à l'Ouest et Orlando aussi quand ils sont arrivés en NBA, c'est ça? Le Magic, lors de sa deuxième saison en 90-91, les Bulls de 66 à 80, les Bucks de 70 à 80 et le Heat lors de sa première saison en 88-89. Ok. Et les Hawks y étaient de 1949 à 1970. Ouais, c'était à Saint-Louis. Ouais, mais c'est piège. Moi aussi, pour les deux franchises de Floride, j'étais pas sûr. Donc, un point pour Shai. On enchaîne. Deuxième question. Parmi les franchises suivantes, laquelle n'a jamais fait partie de la conférence Est? Les San Antonio Spurs, le Utah Jazz, les Golden State Warriors, enfin les Warriors, les Clippers, les Rockets ou les Timberwolves? Attends, Spurs, Jazz, Warriors. Warriors, Clippers, Rockets, Timberwolves. J'hésite entre deux. Attends, laquelle n'a jamais été à l'Est? Parce que le Jazz, ils ont fait New Orleans. Les Clippers, avant, c'était...
Peut-être. J'ai cité. Tu veux Moi, je faire vais une tenter proposition? Minnesota. J'allais, Bonne ouais, réponse. j'aurais dit ça aussi. Tu vois, bien joué. Bonne Ouais, réponse, mais effectivement. Par élimination, mais ouais. par élimination. En fait, j'hésitais avec les Rockets et je sentis que tu allais répondre. Je me suis dit, bon, il vaut mieux que je Bien réponde. joué, bien joué. Si la bonne réponse, je vais baisser. Les Spurs donc, ont été à l'est de leur arrivée en NBA après être venus de la ABA de 76 à 80. Le Jazz à l'époque New Orleans, comme tu le disais, Shai. Les Warriors quand ils étaient à Philadelphia. C'est pour ça, bêtement, au début, j'ai dit Philadelphie, puis après, il faut que j'arrête de donner les villes. Donc de 46 à 62. Les Clippers lorsqu'ils étaient à Buffalo, lorsque c'était les Buffalo Braves, entre 70 et 78. Et les Rockets entre 72 et 80. Allez, ça fait un point partout. Là, c'est question ouverte. Si vous ne trouvez pas, je pourrais vous proposer des pistes. Dans quelle ville était basée à l'origine la franchise qui est devenue les Wizards? Ah, c'est Chicago. Baltimore. Bonne Baltimore. réponse. Ah non, putain, les Bonne Baltimore réponse. Bullets. Chicago. C'est les Packers. Ouais, Ah, bien joué. Oh là c'était là, les fort. Chicago Mais Packers, puis les Zephyrs. Et il n'y a pas eu les Baltimore Bullets? après, ouais. Les Ah, Baltimore c'est après. Bullets, est-ce que c'était là? Oui, c'est après. Après. Ok, c'est après. Attends. Oui, c'est ça. C'est après. Ah, mais au départ, c'était à Chicago, ouais. C'était les C'est Packers. ça, exactement. Très fort. Attention, là, c'est un chercher l'intrus. Parmi les franchises suivantes, quelle est l'intruse et pourquoi? Les Pacers, le Jazz, les Nuggets, les Spurs, les Nets. Les... Ah, Attends, tu peux redire Pacers, ouais. Jazz? Pacers, Jazz, Nuggets, Spurs, Nets. Il faut trouver la raison, parce que si on dit au pif. Mais la raison, je pense que je l'ai, mais en fait, non. Il y avait une raison, mais je crois que les Nets, ça marche pas. En fait, il y avait un truc pour les équipes qui n'ont jamais eu le premier choix de draft. Du coup, ça aurait été les Spurs, mais je pense que les Nets l'ont eu, vu que Kenyon Martin a été premier choix de Les Nets, draft. ils l'ont eu. Les Nuggets, ils l'ont eu. Ah non, les Nuggets, je pense. Nuggets, Pacers, Jazz, pour moi, c'est les équipes qui n'ont jamais eu le premier choix. Il y a qui d'autre? Pacers, Jazz, Nuggets, Spurs, Nets. Tu Donc, vois, pour moi, ce ça serait serait les Spurs. Spurs, mais les Nets ont eu le premier choix de draft. Mhm. Les Ah, Nets donc, ont drafté Kenyon Martin. Réponse d'Antoine Pimel, alors. Parce que je Mais laisse il la- était premier choix, Kenyon Martin. Ouais. Il est Donc peut-être c'est pas drafté Nets. par les Nets. Non, je vais Ta dire réponse? Spurs. Bah non, ma réponse c'était Spurs. Moi, je disais que si on parle de premier choix de draft, les équipes qui. Ah oui, pardon. Ah oui, mais du coup, En fait, équipes qui n'ont jamais eu le premier choix de draft, c'était Spurs et Nets, mais du coup, ça marche pas. Il y a qu'un seul intrus. T'as un Mais- indice sur le motif, hein, le truc, ou parce que là, j'ai. C'est en rapport avec l'origine des franchises. Ah, ok. Donc ça n'a rien à voir avec les premiers choix. Mais bon, ça bah, regroupé. c'est celle qu'on. C'est Ok, celles qui n'ont jamais déménagé. Ou celle qui était en. Putain. Celle qui était en ABA, en gros. Et tu peux. Attends, Pacers. Indiana n'a Jazz. jamais déménagé. Allez, je vais tenter ça. Pacers, Je vais Jazz, tenter. Nuggets, Spurs, Nets. Allez, je vais tenter ça. Pacers qui n'aurait jamais déménagé. Voilà. Mauvaise réponse, Moi, Antoine. je Ouais, pense voilà. que. Alors, attends. Si c'est. J'ai pas Est-ce d'autres que c'est pistes. pas. Est-ce que c'est pas des franchises qui étaient en ABA, et auquel cas ce serait. Attends, t'as dit Pacers. Ce serait le Jazz, du coup? Bonne réponse de Shai Mamoun. Bien joué, Ouais. Shai. C'est Ouais, sur l'origine, Ça ouais. est très fort sur l'histoire. Très bien joué. c'est exactement ça, puisque les Pacers, les Nuggets, les Spurs et les Ouais. Nets sont les 4 franchises à être passées de la ABA en NBA en 76. Et une question spéciale pour Shai derrière, justement, Oh. visiblement. Question pour Shai. Parmi les. Oui, il y en a une pour toi et après, il y en a une pour Antoine. Donc, vous en avez une chacun pour Ok. la question 5. Question pour Shai. Parmi les franchises suivantes, laquelle n'a jamais changé de nom depuis sa création? Les Denver Nuggets, les Milwaukee Bucks, les Houston Rockets ou les Detroit Pistons? Antoine peut répondre aussi, hein, on est d'accord. Attends, pas Redonne-moi la liste. Denver, Milwaukee, Denver, Milwaukee. Houston, Détroit. Houston, Détroit. Moi, je vais pas. Donc être donc c'est le nom de la Regarde, franchise. je vais t'aider. Regarde, je vais t'aider parce que je vais donner une réponse. Comme ça t'enlèvera un truc. Vas-y. T'es prêt? Moi, je vais dire Houston. Mauvaise réponse. Ils n'auraient Voilà. jamais changé, non, c'est pas Houston. Donc c'est le nom des franchises qui a jamais changé. Les franchises qui n'ont Ouais. jamais changé de nom. Les Nuggets ont déjà changé de nom. Et après, entre les Pistons et les Bucks, les Pistons, ils ont déjà changé de nom. Les Pistons ont déjà changé de nom. Donc, mais alors Il est dur, hein, ce quiz. Tellement pas cette réponse.
Je vais dire les Bucks sans. Bonne réponse. Bon. Bonne réponse de Shai. Merci, Sans bluff. merci Antoine. Merci J'aurais Antoine pas d'avoir dit éliminé une Milwaukee. réponse. J'aurais vraiment pas dit Milwaukee en plus, moi. Allez, donc question 5 bis pour Antoine. À part les Bucks, quelle autre franchise Milwaukee a-t-elle accueilli? Mais je l'ai pas. Mais Ouais, pourquoi? Alors, si c'est pour moi, ça. C'était quoi? C'était pour un. J'imagine Je pas sais pas, qu'il y ait je les sais pas pourquoi c'est Blazers, pas. mais Je sais pas pourquoi c'est. Parce que t'aimes bien Milwaukee, j'imagine, mais enfin les Bucks, Giannis et Damian, mais Quelle équipe aurait été à Milwaukee? C'était une équipe. Attends, c'était une équipe NBA ou ABA? c'est une équipe NBA qui joue toujours. Ok. De la conférence Est. Allez, je t'aide parce que franchement, c'est coton. Ouais, je t'aide, mais. je n'aurai pas la réponse. Hein. Je sais pas si c'est géographique. C'est peut-être géographique. Est-ce que ça peut être accueilli provisoirement, comme tu sais, comme quand il y a eu l'ouragan pour New Orleans et tout. Peut-être que si c'est géographique, ça peut être. C'est les Bulls. La question, Ouais. c'est pas du tout géographique. Pas du tout géographique, ok. C'est pas du tout géographique. Les Hawks. Bonne réponse. Oh putain. Alors C'est celui-là, limite, t'adorais compter Ouais, deux c'est le parce que- pif. Hein. C'est le magnifique. pif. Ouais, bravo, bravo. Donc les Milwaukee Hawks ont existé visiblement, j'en avais Ok. aucune idée. Allez, 6e question. Lequel de ces joueurs n'a jamais joué pour les Dallas Mavericks? Ah, ça, je peux être un Vous peu êtes prêts? Ouais, vas-y. Ouais. Alors, Sam Cassell, Juwan Howard, Alex English, Clifford Robinson, Dennis Rodman, Anton Jamison. J'hésite entre plusieurs. Ouais, moi aussi. Rodman, il a déjà joué. Mhm. Cassell aussi. C'était. Attends, redis. Juwan Howard, Alex Je vous English. leur donne dans l'ordre, ok? Sam Cassell. Ok, Juwan Howard. Clifford Robinson. Bonne réponse d'Antoine qui remonte fort. Bien joué. Uncle Cliffy, effectivement, n'a jamais joué. Juwan Tu sais, Howard y est passé le temps de déboîter l'épaule de mon gars Derek Anderson. J'en voudrais à vie pour ça. Tu sais ce qui m'a aidé? T'as dit pour Sam Castle, et pour Sam Castle, j'étais pas sûr. Quand t'as dit la première fois, j'étais sur Castle et je savais que le nom après Alex English, c'est celui-là, mais je me souvenais plus quel joueur. Clifford Robinson. Beau comeback d'Antoine qui est à 3 points, Shai en a 4, donc ça va se terminer, ça va être serré. Question enchère. Sur la saison 2023-2024, 8 franchises n'ont pas de ballon de basket représenté dans leur logo. Qui est capable d'en citer le plus? Attends, il y a 8 franchises et il faut qu'on fasse une enchère. Déjà que je trouve un. Alors, pas de ballon. Non, faut pas faire d'enchère, faut en citer. Qui peut citer le plus de logos actuels de franchises dans lesquelles il n'y a pas de logo, il n'y a pas de ballon de basket représenté dans le logo? Moi, je peux t'en citer 4. Est-ce qu'Antoine surenchérit ou pas? Non, je peux pas t'en citer 4. Ah ouais? Je suis nul. Non, je suis nul sur les logos? Ouais, il faudrait que j'y réfléchisse trop longtemps, ça va être relou, je vais vous ralentir. Je veux bien en prendre 4. On va finir tard. Je vais en prendre 4. Il y a les Bulls. Bonne réponse. Les Warriors. Bonne réponse. Les Spurs. Bonne réponse. Et les Bucks. Bonne réponse, et t'as pas cité les Grizzlies. Les Grizzlies, je savais. Les Cavs et les Blazers. Il n'y a pas sur les Cavs, il n'y a pas un ballon avec leurs 2 sabres là, c'est plus ça le logo? Je suis trop en arrière. Ah non, il n'y a plus, ouais. Ils ont juste le. Non, c'est plus ça le logo. Allez, il reste 3 questions. 8e question. Laquelle de ces franchises n'a jamais existé? Oh là là, ça sent la galère. Très bon. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ça, c'est des questions du Baller Quiz. C'est bien qu'ils ont envoyé ça. Les Providence Rebels, les Sheboygan Redskins, les Saint-Louis Bombers, les Chicago Stags, les Waterloo Hawks et les Indianapolis Olympians. Ok, je dois vous avouer quelque chose, c'est vraiment une question du Baller Quiz. Donc, c'est vraiment une question que j'ai écrite pour de vrai. Et je vous jure que là, du coup. Tu peux la donner, vas-y. Non, mais je suis pas sûr de la réponse. Les Rebels de Providence ont existé. Faut que tu me les donnes un par un, je vais te dire. Attends. Rebels de Providence, ça a existé. J'ai vraiment écrit cette question, c'est fou. Vas-y, refais Théo, vas-y. Alors attends, redonne-moi. Ça n'a visiblement jamais existé. C'est la seule qui n'a jamais existé du haut de la liste. Je te jure que je les ai vus. C'est peut-être les Providence quelque chose, ou les Rebels de quelque chose. Il a mixé 2 trucs. Les Rebels de machin ont existé. Alors, on vérifie en direct. Donc c'est les Vas-y Antoine, on te donne 30 secondes pour prouver ta théorie. Non, je retrouve le truc du Baller Quiz. Pour vérifier si tu t'es pas fait hacker ta boîte. Si on tape Providence.
Je Je vous retrouve redonne plus les le. autres noms quand même, du coup. Ouais. Les Je, Sheboygan je sais que les Redskins. Redskins, ça existait. Les Redskins, oui, mais Sheboygan, je sais même pas ce que c'est. Les Saint-Louis Bombers, donc ça oui, je savais. Chicago Stags, c'est le nom historique, donc ça Mm. oui. Les Waterloo Hawks et les Indianapolis Olympians. Olympians. J'hésitais. Alors, tu sais quoi? Mais c'est marrant, je suis sûr qu'il y a eu une équipe avec les Rebels, mais Apparemment, c'est pas Providence, ouais. Je suis en train de taper là. c'était les Rebels Si, de c'est- Cleveland. Ok, c'était Cleveland, Providence, Cleveland. Pardonnez-moi. Je savais que j'ai écrit une question Pardonnez-moi. comme ça. Tu sens la rage Mais dans le pardonnez-moi. C'est pas une ok, excuse ok. qu'on le prononce Non, comme non, ça. ouais, mais c'est marrant là. Du coup, en réécoutant là avec ta question, j'aurais dit les machins de Waterloo là. Allez, Je me serais on gouré, termine, il en reste 2. Du coup, effectivement, j'ai même pas donné l'occasion à Shai de répondre parce que encore J'aurais t'as eu pas trop trouvé, hein. d'assurance. J'aurais Donc pas il reste trouvé. 2 questions. Quelle équipe joue Après, question de rapidité. Hein. Quelle équipe joue au Smoothie King Center? Les Pelicans. Les Pelicans. Bonne réponse. Ah, Shai, il était un poil plus rapide. Ouais. Dernière question quand même. Parmi ces folles anecdotes, laquelle est fausse? Attends, ok. Alors, donc il y a 4 anecdotes. A. Lors d'un match d'exhibition, Bernie, la mascotte du Heat, a emmené une femme sur le terrain en la traînant par les jambes. Malheureusement pour Bernie, la femme était l'épouse d'un juge et a été inculpée pour agression. B. C'est quoi ça? Benny the Bull de Chicago était un dunker hors pair. L'expérience a duré jusqu'en 2004, date à laquelle son interprète fut arrêté pour vente de marijuana. C. G-Man, mascotte armée d'un pistolet à t-shirt et des Washington Bullets, était connu avant sous le nom de Gunman, mais on changea son nom considéré comme peu adapté au contexte du sport professionnel. Et enfin D. Après quelques semaines de service, l'apparence de Pierre the Pélican, jugée trop effrayante auprès des enfants, a changé radicalement. Bon, celle-là, Et on sait que c'est vrai. Moi, je vais dire A. C'est Ah, A ou c'était C. c'était A avec ou le juge. C. Elle est tellement Ouais. folle, celle Et avec avec le juge, c'est A ou C. Ouais, mais elle est trop folle pour être fausse, tu vois. Et la C, c'était avec le C'est mec, Gunman. le gunman. G-Man, Gunman. Je vais dire la A, moi. Moi, je vais dire la C alors. Parce que les Ça, autres, c'est une Bonne des deux. réponse pour Shai. Ouais, c'était A ou Au C. buzzer. Donc l'anecdote A était visiblement vraie. Je Elle la est répète. totalement quand même, folle, lors d'un cette match histoire. Elle est d'exhibition, marrante. Moi, elle me fait marrer. Bernie, mascotte du Heat, a emmené une femme sur le terrain en la traînant par les jambes. Malheureusement pour lui, la femme était l'épouse d'un juge et il a été inculpé pour agression. C'est très bon. Merci. Donc victoire de Shai cette semaine, voilà. Donc Antoine, il y a encore un peu de boulot. Faut dire Ouais, que non, mais celui-là là, était vraiment je me coton. suis fait écraser. Un chat était largement plus fort. Il n'y a même pas photo. Parmi mes bonnes réponses, il y a un truc au pif. Même c'est le talent, ça. C'est comme le toucher du shooter, tu vois, avec le ballon qui Ouais. rebondit 7 fois sur le cercle, c'est pareil. On les comptabilise comme des victoires. Ouais, Ah c'est un bah, peu, écoute, c'est un peu du pif. Et c'est parce que j'attends tu toujours. as eu la flemme sur les logos, du coup, j'ai pu prendre des points. Les logos, je t'ai dit, ça aurait été lent. Mais en tout cas, il y a des questions que vous nous envoyez. Ça pourrait très clairement être des questions du Baller Quiz. Il y en a vraiment, même sur les fausses anecdotes, c'est typiquement question du Baller Énorme. Quiz. On recrutera peut-être vos soins le moment où on va lancer ça pour de bon. Bon, en tout cas, ça nous a fait très plaisir. Hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer tout ça, vos questions, vos remarques, vos quiz, cqfr.rivers@gmail.com. Comme vous voyez, Théo lit tout, il sélectionne. Si vous n'avez pas été sélectionné, ça sera sans doute pour la fois d'après. Donc, encore une fois, merci à tous. Passez un bon week-end. N'oubliez pas les rendez-vous, le Moop Deep le samedi, le Hoop Culture le dimanche. Et on se retrouve lundi avec Shai pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao. Ciao. Ciao à tous.